Tous mes lots sont prêts à être signés. J'ai sorti beaucoup d'argent, j'ai investi beaucoup d'argent. Je fais mon opération, tu achètes, tu découpes, tu revends. Je faisais x2,5. Il y avait juste qu'à passer chez le notaire et en fait, l'argent était quasiment sur le compte, si tu veux. L'avant-veille d'arriver chez le notaire, j'ai ce qu'on appelle un recours des tiers d'un voisin. Et là, je me retrouve dans une situation où si ça se signe pas, j'ai fait all-in sur ce projet. Les premières conséquences, elles sont personnelles. Encore une fois, s'il y a bien un conseil à donner à n'importe qui, si t'es pas fait pour être entrepreneur, ne le deviens pas. Hassan, comment vas-tu? Ça fait toi, Lionel. Tranquillement. On se voit une deuxième fois derrière le micro. Exact. Un grand plaisir. Merci d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le podcast. C'est moi qui te remercie de l'invitation. Et écoute, on a réfléchi là qu'on a fait les nouveaux formats pour cette année à qui on allait inviter. Tu te dis, je prends le meilleur. Tu étais dans la shortlist. Exactement. Et on va pas se mentir, sur un des formats, c'est toi qui m'as inspiré. Ok, c'est gentil. On avait eu un échange juste avant du coup, le premier podcast VRV Story, où tu me disais, écoute Lionel, il faut qu'on parle business, il faut qu'on parle de choses plus concrètes. Les gens, ils aiment bien effectivement les histoires, mais en 1 heure, on ne pourra pas aborder des fois ce qu'on va rentrer en profondeur. Ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Du coup, tu es le premier invité de ce nouveau format. Je suis ravi. Voilà. Il faut que ça pète. Exactement. Donc, VRV Business, avec cette idée de se dire que on va parler vrai, parce que c'est vrai, reconnaît vrai, mais on va parler vrai du business. Okay. Et on va essayer d'être, je vais dire, sans filtre, sans se mettre non plus dans la merde, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein. C'est toi qui nous dis des trucs en off. Ouais, mais bon, tu sais pas, les gens, ils sont un peu malveillants, mais quand je dis ça, c'est dans le sens où reprendre un petit peu des histoires que tu as vécues dans ton parcours entrepreneurial. Donc, une première partie plutôt sur qu'est-ce que tu as vécu en tant qu'entrepreneur comme, j'allais dire, épreuve ou obstacle, et rentrer un petit peu dans le détail. Une deuxième partie sur ce que tu vis actuellement. Et d'ailleurs, on va commencer sur ça. Si tu peux nous faire un petit laïus avant qu'on rentre dans la première partie, sur t'en es où aujourd'hui? Il en est où, Hassan? Voilà, je fais toujours plein de choses. Globalement, mon cœur d'activité, ça reste et ça restera, je pense, toujours l'immobilier, que ce soit en termes d'investissement, en termes d'activité de marché bien, en termes de bâtiment. C'est vraiment mon angle d'attaque principal et c'est là où je pense être le meilleur. Et puis, ces derniers temps, j'ai repris un club de foot. Je me suis lancé à corps perdu dans l'aventure footballistique. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Mais c'est un truc auquel je crois et auquel je suis en train de payer pour apprendre. Totalement. Pour essayer peut-être à moyen terme, peut-être que ça soit valorisant. Mais à minima, déjà, le premier truc que j'aimerais réaliser, c'est de vivre l'aventure humaine footballistique par le biais d'être président d'un club de football. Parce que justement, tes activités immobilières, on les connaît un petit peu, mais c'est vrai que on en parlera en deuxième partie, mais cette nouvelle aventure en tant que président de club de foot, pourquoi tu te marres? Je sais, c'est tellement culotté avec toutes les histoires qu'on a entendues. Je me suis dit... Quelles histoires? Les histoires de gros entrepreneurs qui mettent beaucoup et qui gagnent pas grand-chose. Ah, tu gagnes rien? Ouais. Ah ouais, non, tu gagnes rien. Hein. Du coup, c'est ça c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Et aussi... C'est le poker, le foot. Ah, carrément, tu dis poker. Ouais, pour moi, c'est le poker. C'est le poker. Après, ça dépend. Tout le monde, tous les entrepreneurs qui investissent dans le foot se ressemblent pas forcément. Et puis après, ça dépend aussi quel échelon, quelle division et quel club tu reprends. Maintenant, pour te donner un ordre d'idée, moi, l'idée, c'était de reprendre un club de foot. Aujourd'hui, il est en 6e division. C'est de la régionale 1. Mon ambition principale, c'était de reprendre un club et un jour ou l'autre, avec mes modestes moyens, de l'amener en Ligue 3, ce qui est aujourd'hui la Nationale 1, mais qui va se professionnaliser en devenant la Ligue 3 avec les droits télé, etc. Ok. Tu nous en parles tout à l'heure en deuxième partie. On va en parler. Alors, et j'ai vu aussi sur tes réseaux que tu parlais, alors peut-être tu vas me dire c'est anecdotique, peut-être dans ton business, de laverie.
j'ai vu que... C'est anecdotique dans le business, mais ça fait partie du business de manière générale. C'est-à-dire mais du coup, c'était quelque chose que tu avais ou que tu... Que j'ai. Non, que j'ai dans, que t'as toujours eu. Dans mon portefeuille. C'est-à-dire que avoir une laverie automatique, ça peut être intéressant pour tout à chacun qui a un besoin d'être entrepreneur. Et puis, ce qui est intéressant avec les laveries, c'est que les machines, c'est pas des salariés. Elles se plaignent pas. Elles te font pas de prud'homme. Voilà, donc de temps en temps, elles tombent en panne. Ça peut arriver, mais tout va bien. Donc, c'est un business qui est assez automatique. C'est un investissement plus qu'un business, si tu veux. Justement, j'aimerais voir même un placement. Qu'on en parle en deuxième partie avec le club de foot parce que je vois effectivement ça comme ce que j'appelle l'immobilier de service. Je ne sais pas si c'est que ça s'appelle comme ça, mais un peu, tu sais, comme les chambres, comment on appelle ça peut-être Thibaut, tu vois les chambres que les gens ils louent un peu. Les maisons closes. Les love rooms. Ça, c'est les maisons closes. Non, mais je sais pas, j'ai pas où tu t'en vas. je regarde Thibaut parce qu'il est plus jeune que moi. Sur les maisons closes. Ah, vrai. Après, c'est vos histoires, les gars. Non, je ne mets pas en galère, mon gars, t'inquiète. Comme vous voulez. Je suis mais ça marche bien. La Jonquera, compagnie. Non, j'ai compris, Lionel. Je sais quelle. Saison 2, c'est chaud. Tu es d'accord avec moi que il y a des gens qui reprennent des appartements et les... C'est un business. C'est un business entre l'hôtellerie et la nuitée. Bah voilà, du coup, moi, j'appelle ça de l'immobilier de service. Mais on en parlera du coup en deuxième partie. Du coup, est-ce que... allez, même pas pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vu le premier épisode, en même pas une minute, tu peux te présenter. En une minute, je vais avoir 44 ans, je suis père de 3 enfants, je suis entrepreneur depuis toujours et je suis présent sur les réseaux sociaux en parlant plus ou moins de la thématique immobilier depuis 2010. Ouais, dans les premiers. Ouais, un des premiers. On était 3. Des pionniers. Alors, là, on va rentrer du coup dans le côté un petit peu, j'allais dire, business et du côté finalement ce que tu as connu comme en tant qu'entrepreneur comme épreuve. Et donc, est-ce que déjà tu peux commencer par nous donner est-ce que tu peux nous raconter, c'est plutôt ça, hein, tu vas nous raconter, nous conter du coup une période que tu veux mettre en valeur de ton parcours d'entrepreneur où tu as été en difficulté et tu as senti que soit ça pouvait être un virage, voilà, soit effectivement que tu n'allais peut-être pas t'en remettre et que finalement tu as pu rebondir. Parce que je sais que pour le coup, pour avoir vu tes podcasts à toi, tu as eu pas mal de rebondissements dans ton parcours entrepreneurial. Tu peux en mettre une en valeur. Ouais, c'est normal en fait quand tu tentes pas mal de choses. Tu n'as pas forcément... jackpot à chaque fois. Après, il faut l'accepter. Je pense que ça fait partie aussi du processus. J'ai pas une conception de la même facture que les gens peuvent l'intégrer, c'est-à-dire échec, réussite. Pour moi, c'est un seul et même rouage. Donc, je tente, j'essaye. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche moins bien. Dans le cumul et le capital, j'ai plus réussi de choses que j'en ai échoué, mais j'en ai échoué énormément. J'ai planté pas mal de sociétés, je me suis planté sur des investissements. Donc, te sortir des épreuves compliquées, il y a forcément des périodes de ma vie depuis... je suis entrepreneur depuis que j'ai 20 piges, donc si tu veux, faire 24 ans, dans toute cette vie entrepreneuriale, il y a tout un tas de multitudes d'anecdotes que je pourrais te citer qui fait que on va essayer d'aller chercher une ou deux sur des thématiques. Tu vois, des thématiques, tu peux nous dire, écoute, sur une thématique RH, je vais te raconter ce qui m'est arrivé, sur une thématique, je ne sais pas moi, financière. De trésor ou thématique mais ça, fiscale. En fait, le truc, c'est que je peux pas te sortir. On est tellement. Mais ouais, parce que. mais il y en a qui n'ont pas eu autant que toi. mais alors, justement, ça a fait partie et ça a jonché ma vie de manière régulière. C'est-à-dire que cette thématique de finance, là, un entrepreneur, tu peux pas avoir une courbe linéaire. C'est vraiment une courbe de Gauss. C'est-à-dire que ça monte, ça descend. Il y a des moments où ça se passe plutôt bien, où tu as un peu d'opulence financière. Et puis, il y a des moments où je me suis retrouvé à plat financièrement, à être vraiment ric-rac. Et pourtant,
j'étais assis thématiquement sur un capital très intéressant, à beaucoup de zéros, mais j'étais à ça de revenir à tapis. Vas-y. Bah, allez, on y va. Là, tu prends Comment t'expliquer? Là, tu as en tête un exemple où tu n'étais pas loin et tu as dû faire un coup et qui t'a permis, entre guillemets, ou en tout cas, tu avais fait un pari, je sais pas, peut-être un pari immobilier en tant que marchand de biens sur, je sais pas moi, sur peut-être un gros investissement. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, si tu veux, ce qui va être intéressant dans ça, c'est apprendre les leçons de ça et quel a été finalement un enseignement qui t'a permis de te dire, bah ça, c'est game changer, je l'ai appris lors de cette aventure. Premier truc qui me vient un peu vraiment où ça a été vraiment challengeant. Allez, je t'écoute. Grosse opération promotion immobilière. Donc c'est une activité, tu achètes, tu découpes, tu revends. Je fais mon opération, je commercialise l'entièreté de mes lots. Ok. Tous mes lots sont prêts à être signés. J'ai sorti beaucoup d'argent, j'ai investi beaucoup d'argent. Elle est où cette opération? Elle était chez moi dans ma ville. Ok, dans ta ville. Et si tu veux, à la sortie, le gros capital que je mettais sur cette opération, je le doublais, je faisais x2,5. C'est la prévision. La prévision. Ok. Mais tout était signé, donc tout était acté, tout était dans mes mains et c'était fait. Il y avait juste qu'à passer chez le notaire et en fait, l'argent était quasiment sur le compte, si tu veux. Ça veut dire que tu avais anticipé les ventes. Mais c'est un petit peu ça l'activité d'un marchand de biens, c'est-à-dire il achète et puis immédiatement, une fois acheté un bien, ou parfois même il achète même pas, il sert simplement un peu comme un promoteur qui dirait, entre guillemets... C'est exactement la même chose. C'est vraiment l'activité de promotion. Tu achètes un bâtiment, il te coûte un certain prix. À ça, tu vas le découper en plusieurs appartements et puis après, tu vas trouver chaque appartement un preneur, si tu veux. Ok. Et donc, moi, toute mon opération était bouclée, tout était ficelé et ça devait se faire tranquillement. Et je crois que c'est l'avant-veille d'arriver chez le notaire, j'ai ce qu'on appelle un recours des tiers d'un voisin. Ok. Donc, un recours des tiers, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, c'est que le voisin estime que par rapport au permis de construire qui est là, il estime que ça ne rentre pas dans un cadre qui lui plaît. C'est-à-dire rien, en fait. La collectivité, elle a dit OK. La collectivité a dit OK, mais un voisin peut se porter présent, si tu veux, pour dire non, j'estime que ça va dénaturer le cadre historique de la ville, le bâtiment dans la configuration qu'il est là, je ne veux pas le voir se transformer, etc., etc. Ou ça va avoir des nuisances. Donc, il y a eu un permis de construire, je fais un recours des tiers à ce sujet. Du coup, toi, quand tu lances un projet, du coup, ce qui se passe, tu as pris quand même connaissance des voisins. Mais non, tu peux pas ça. Tu peux pas non. Imagine me voir sonner dans tout le pâté de maison. Bonjour, ça vous dérange pas? Si la mairie t'a accepté, tu as un projet que tu as démontré, que tu as prouvé qu'il était bon pour l'environnement, bon pour le PLU, PLU, etc. Tout est accepté, tout est validé. Si tu veux, moi, je suis dans... quand tu signes d'ailleurs même un bien parfois immobilier, des fois tu achètes avec un permis de construire et tu attends que ce soit un permis purgé pour avoir l'acquisition totale. Et donc moi, mon permis, il n'était pas purgé, mais à 48 heures, un mec, il arrive, il pose sur la table son recours des tiers. Il pose sur la table son recours des tiers pour me faire chier. Pas simplement parce que ça l'emmerde la transformation, mais parce qu'il me connaît à travers les réseaux sociaux. Et donc il veut me faire chier. Ok, ça c'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille. Donc, tu commercialises vite parce que je fonctionnais bien sur les réseaux sociaux, mais en même temps donné, t'es un connard de ta ville s'il s'est dit tiens, si je pouvais pas l'emmerder ce mec-là. Et donc, c'est 48 heures avant, si tu veux, avant la signature officielle, définitive. Et là, je me retrouve dans une situation où, si ça se signe pas, j'ai fait all-in sur ce projet. Okay. Je double pas ma mise, voire un peu plus, et j'ai plus rien. Fonds propres ou tu as la banque derrière? Fonds propres. Ah ouais. Fonds propres. Ah ouais. C'est un projet qui était à l'époque, globalement, un projet fini à 3,8 millions, un truc comme ça. Et du coup, quand tu te retrouves dans cette situation-là, c'est quoi
les alternatives? C'est quoi les... Vas-y, dis-moi. Ben, Est-ce que... Mais là, on sera obligé de ne pas parler et de censurer. Parce qu'après, il y a des... C'est toi qui vas dessus. Mais non, mais tu m'emmerdes aussi, toi, tu me sors. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer sans t'expliquer. En tout cas, il y a eu des conséquences. Ouais. Les premières conséquences, elles sont personnelles. C'est-à-dire que tu dis, t'es piégé. Ouais, le stress. Et le stress, Ouais. et c'est pour ça que, encore une fois, s'il y a bien un conseil à donner à n'importe qui, si t'es pas fait pour être entrepreneur, ne le deviens pas. Pourtant, c'est la mode. Moi, tu sais, je fais de la branlette, ça. Je fais des interventions dans les écoles. Tu peux essayer d'être entrepreneur. Tout entrepreneur. Essaye 5 minutes. Ouais. 5 minutes, tu vois ce que je veux dire, dans ton affaire, etc. Mais très vite, si tu n'es pas à l'aise avec le stress, si tu n'es pas à l'aise avec le risque, si tu n'es pas à l'aise avec la gestion financière, avec la gestion humaine, avec la gestion des problèmes, lâche l'affaire. Que ce soit pour l'investissement immobilier, que ce soit pour l'entrepreneuriat, lâche l'affaire. Retourne à un statut plus ou moins confortable avec le salariat et reste là-dedans. Ne viens pas dans un game qui peut te plier et te tordre. Pour celui qui y arrive, qui a essayé, qui y arrive, il n'y a aucun problème. Mais tout ça pour te dire que tu peux vite aussi sombrer émotionnellement, sombrer physiquement. Moi, je me suis retrouvé après ce moment un peu délicat où ça m'avait tellement impacté émotionnellement parce que je me suis retrouvé un petit peu piégé. J'étais littéralement paralysé. J'étais allongé. Ah, c'est normal. Pendant plusieurs jours. Mal de dos, je me suppose. Je ne savais plus comment faire. Ouais. Après, j'ai trouvé la solution. Mais j'ai trouvé la solution. Ok, tu as trouvé la finalité. Si tu n'aurais pas trouvé de solution, dis-moi. J'aurais trouvé une solution. Parce que c'est ça la force d'un entrepreneur, d'une manière ou d'une autre. C'est qu'à un moment donné, tu peux le mettre. Il a, et je ne suis pas un génie. Quoique. Mais non, mais si tu veux, un bon entrepreneur. Je comprends ce que tu dis. Un bon entrepreneur, tu le mets dans un puits, il va trouver la moyen de sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'as pas d'intelligence situationnelle, tu es mort. Et c'est ça, une des plus grandes qualités d'un bon entrepreneur, c'est d'avoir une intelligence situationnelle qui fait qu'à un moment donné, tu as vu toutes les options s'affaisser devant toi, mais tu ne sais pas pourquoi, tu as ce petit truc qui fait que tu as trouvé une porte de sortie, un tiroir, j'en sais rien, mais qui fait que tu as trouvé le levier pour t'en sortir. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que moi, j'ai besoin de comprendre, pour les gens qui nous suivent, entre guillemets, le niveau de risque. C'est-à-dire que, tu vas voir où je vais en venir, souvent, les gens vont évaluer le risque avec un chiffre. Là, tu as parlé de la santé, et même de la santé mentale. Il y en a qui peuvent parler aussi de la réputation, tu vois, le risque réputationnel. Et donc, moi, ma question, c'est, OK, tu as raison, on trouve une solution. Mais si tu ne trouves pas de solution, ça veut dire que ton permis de construire, tu dois le refaire passer avec un projet nouveau. Donc, en fait, les délais allaient perdurer. Ça peut être une emmerde judiciaire qui va durer 2 ans. Ok, ça peut durer 2 ans. Donc, c'est ça un des premiers risques. Ce qui va rester, c'est que mes clients ils vont passer à autre chose. Ils vont acheter autre chose. Bien sûr. Ils vont se retirer de la vente. Et puis, moi, pendant 2 ans, mon capital a été mis. Il est bloqué. J'ai plus d'argent parce que j'ai mis toute, entre guillemets, ma fortune là-dedans. Et moi, en tant que promoteur, je gagne mon argent sur mes opérations. Je ne gagne pas mon argent parce qu'il y a un truc qui tombe tous les mois, si tu veux. Ok. Donc, j'étais un petit peu mis à poil sur cette opération. Ouais, carrément. Et ma question, dans une période comme ça, t'as qui autour de toi? J'ai ma femme, c'est tout. Ok. Ouais. J'allais poser la question, est-ce que tu as un staff Non. Parce que là, déjà, en tant que marchand de biens, promoteur, alors même si à un moment donné dans ma vie, j'ai ouvert avec des associés, j'ai eu beaucoup de salariés sur beaucoup de structures. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins de salariés et j'ai surtout plus d'associés. Et ça, c'est vraiment une volonté personnelle parce que... Pourquoi moins de salariés? Parce que le salariat, ça reste quand même des économies d'échelle par rapport aux prestataires qui te facturent. Voilà. Oui, ça dépend. Ça dépend le business que ça dépend. Vas-y. Non, mais ça dépend sur plein de choses. Après, il faut considérer qu'aujourd'hui, tu as une mode qui est quand même beaucoup plus importante avec le prud'homme. Moi, je te donne un exemple tout bête. Je me rappelle quand on fait les premiers recrutements dans mon hôtel,
Et c'est des petits parcours de vie, si tu veux, d'entrepreneur qui fait que tu changes après ton calibre. Et encore une fois, 80-90% des salariés sont des salariés qui aiment leur job, etc. etc. Mais quand tu as connu les 10% les plus chaotiques, bah toi, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup entre l'URSSAF, les impôts, les redressements fiscaux, les salariés et ce que je vais te parler, c'est-à-dire les prud'hommes, t'en as plein le cul. Tu vois, donc tu essaies. Et puis même ça, qui peuvent être menaçants aussi. Et puis c'est aussi de la gestion humaine que tu n'as pas forcément envie de gérer. Un prestataire, quand tu vas le prendre, bon, il y a un deal entre toi et la prestation de sa société. Certes, comme tu dis, c'est parfois un petit peu plus cher, mais aussi le temps émotionnel que tu n'as pas à gérer. Il est là aussi la grosse différence. Donc parfois, moi je suis dans un statut aujourd'hui où j'ai plus besoin d'avoir une entreprise avec 150 salariés, etc., etc. Donc je travaille tout seul, je fais mes coûts, je fais mes investissements, mais avec une priorité d'abord, c'est d'avoir de l'émotion stable et pas polluer ma vie. Je te dis ça, en même temps, j'ai pris un club de foot. Ouais, j'allais t'en parler après. Mais pas polluer ma vie avec des salariés et des devoirs. Parce que en tant que patron, tu as un devoir de lui apporter son salaire tous les mois. Lui, en contrepartie, il a un devoir d'exécuter son travail. Ce qu'il oublie des fois aussi. Parfois aussi, il oublie. Mais je te parle de l'anecdote rapide d'une de mes salariés qui est partie au prud'homme. L'histoire, elle était rigolote. Moi, j'avais mis une responsable dans mon établissement hôtelier, on fait les recrutements. Une fois, je suis... Alors, quelques petits chiffres. Hôtel, combien de chambres il était C'est un hôtel dans ma ville, une trentaine de chambres. Combien de salariés du coup ? 10. 10, quand même. Salariés, donc une petite PME qui fonctionne très bien. C'est même un hôtel que j'ai revendu. C'est un hôtel qui permet d'aller voir des sites, des choses. C'est un hôtel plutôt, j'allais dire... C'est un hôtel de tourisme. De tourisme. Ça, je voulais dire. Est-ce que c'est du tourisme ou c'est l'hôtel du coin Alors, rassure-toi, en tout cas, excuse-moi, ce ne sera pas une maison close. Tu ne pourras pas y passer. Je vous rassure, les gars, c'est mort pour vous. Mais en tout cas, non, c'est un hôtel de tourisme traditionnel, si tu veux, qu'on avait classifié en 4 étoiles. On avait fait un super truc et tout. Le seul 4 étoiles de ma ville. Donc, on avait fait un truc génial. Et je crois qu'il y avait une réunion de travail. Moi, j'étais au bar dans l'hôtel. La salariée ne savait pas que l'hôtel m'appartenait, puisqu'elle ne m'avait pas rencontré, si tu veux. Moi, il y avait des oui, bien sûr. Top manager, etc. Exactement. Et elle était en train de parler avec sa collègue, et je l'écoute parler avec sa collègue. Elle dit, bon, je vous explique, c'est pas compliqué. Voilà, vous faites comme ci, comme ça, pour simuler un accident du travail. Et puis après l'accident du travail, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Elle à la fin, projet. Elle avait son projet. Et elle était... C'est une entrepreneuse en fait. C'est une entrepreneuse du mal. Mais elle était, je crois, dans sa période préavis, si tu veux. D'accord. Bizarrement, bon, après, tu es occupé à plein de choses. Je note le truc, je préviens sa responsable. Je lui dis, bon, elle, t'arrêtes son contrat, elle va nous péter dans les doigts. Bah oui. Et la responsable lui casse pas son contrat. Le lendemain de la fin de son préavis, c'est-à-dire des 2 mois d'essai, le lendemain de son préavis, elle te simule dans les étages un mal de dos, accident du travail, donc elle t'envoie à l'inspection du travail, tu as tout le tralala qui débarque. Et tu la retrouves finalement, je vais essayer de faire court, mais tu la retrouves très rapidement. Non, mais tu la retrouves très rapidement au prud'homme. Parce qu'elle te dit, non, moi je vais chercher un prud'homme, parce qu'elle avait raconté à ses collègues. C'est-à-dire, voilà, elle a le processus, c'est des gens qui connaissent mieux le code du travail que n'importe quel employeur. Ce prototype de salarié, tu vois, je veux vraiment que les gens ne confondent pas. Je n'ai pas eu de haine vis-à-vis des salariés. À un moment donné, quand tu as été usé et abusé par certains, tu fais différemment avec tes business. Et il faut aussi comprendre et se mettre à la place des entrepreneurs qui parfois mettent leur chemise sur la table, qui n'ont pas le choix parce que tu as besoin parfois pour faire évoluer ta boîte d'avoir des salariés. Puis dans le lot, quand on a un qui te flingue, il te tue la boîte. Et tu tues la boîte, et des fois, ils n'ont pas conscience, les salariés, que c'est de l'argent que tu n'as pas pris pour tes enfants, pour ta femme. Ouais, c'est de l'argent pour... C'est même limite que de l'argent que tu dois calculer. C'est-à-dire que je dis une bêtise. À partir du moment où je vais me dire, je vais faire 1 million de chiffre d'affaires, je vais faire 200 000 de résultats nets comptables, sur mes 200 000, je prends globalement 10 à 15% pour le prud'homme, 10 à 15% pour du vol, 10 à 15% pour un redressement fiscal. À la fin, il ne te reste pas grand-chose. Mais mine de rien, quand tu réfléchis comme ça, tu anticipes un petit peu mieux ton business.
Mais c'est malheureux. Et oui, c'est une catastrophe. Bah oui, il faut pas être business pour ça. Oui, mais il faut te dire que ça peut peut-être tomber. Et la finalité, cette nana-là, elle se retrouve au Prud'homme. Donc moi, je prends mon avocat, elle prend un avocat lambda du coin. Et c'est marrant parce qu'ils se retrouvent à débattre sur cette histoire de accident du travail. Et puis derrière, elle veut te mettre, parce qu'il y a eu la loi Macron entre-temps. La loi Macron, c'était le salarié qui demande un prud'homme, le maximum qu'il peut avoir, c'était 2 mois et demi. Et ouais. Donc, tu te disais, toi, en tant qu'employeur, tranquille. 2 mois et demi, si je me sépare d'un salarié, qui coûte 2000 €. C'est vaut mieux payer 2 mois et demi plutôt qu'après, il aille t'emmerder, etc. Sauf qu'il y avait la parade du salarié. La parade du salarié, elle est simple. C'est de se dire, je vais dire qu'il y a harcèlement. Ok. Et là, c'est le level up qui fait casser le barème Macron et qui fait que le mec, il te demande 40 000 balles. Donc, tout de suite, la nana, elle va sur le barème des 40 000 en disant harcèlement, machin. Okay. L'harcèlement est balayé par mon avocat très rapidement, enfin l'avocat de la structure. Mais elle a essayé en tout cas. Elle a essayé, c'est normal. Et donc, on était sur l'accident du travail. Et c'était excellent parce que moi, mon avocat, le jour de la plaidoirie, elle arrive, cette neneuille, elle arrive tranquillement dans le palais et devant le juge, des talons de 15 cm. Mon avocat, il la regarde. Il dit, mais on ne peut pas marcher avec des talons de cette façon-là. Si on a mal, si on a ce mal de dos que tu présentes. Le mal de dos spécifique ne pouvait pas faire en sorte qu'elle pouvait marcher avec des talons comme ça. Mais elle était venue en représentation et se faire belle pour plaire au juge. Puis peut-être qu'elle le connaissait, elle a peut-être des tickets d'abonnement. Mais du coup, ça n'a pas marché. Elle s'est fait débouter de l'harcèlement, débouter du mal de dos, etc. Puis elle est partie une main devant, une main derrière, si tu veux. Avec le solde de tout compte, bien évidemment. Parce que tu étais légalement quand même obligé de tenir. Mais toi, une procédure qui t'a coûté du temps. Ça te coûte, parce que quand tu prends un bon avocat, mon avocat, en plus, t'enfoirais, j'espère que tu me regardes, mais il me coûte une blinde, il m'a pris 4000 balles pour le dossier, donc forcément, c'est de l'argent que tu perds. Ok. Ouais. Et du coup, toi, ce que tu dis, c'est d'anticiper toutes ces conneries-là. Ouais, c'est moche. Parce qu'un mec qui se dit je travaille comme un porc, c'est-à-dire que pour lever une boutique, un business qui fait 1 million d'euros, c'est globalement derrière 1 million d'euros, on va faire un ratio, ça va être 10 salariés que tu vas être sous la main. Chacun, en gros, produit 100 000 euros de ton activité. À la fin, tu vas avoir globalement, si tu as une bonne marge, ça dépend quel business tu fais. Bien sûr, du service, ça dépend quel business tu fais. Tu vas faire entre 150 et 200 000 euros de résultat net. À la fin de ça, si sur le résultat net que tu peux te dire, tiens, c'est pour moi, derrière je paye ma flat tax, je me paye en dividende, tu enlèves 30, et d'ailleurs ils vont l'augmenter à plus de 30%. 35, Il te reste plus grand-chose. Mais moi, je te dis pas d'enlever ça. Je te dis de garder un peu pour la soupe du Prod'homme. Je te dis de garder un peu pour la soupe du contrôle fiscal. Je te dis de garder un petit peu pour la soupe du vol. Parce que du vol interne, tu en as aussi. Et le vol interne, généralement, il est à 80% de ton salarié. Donc, ça ne te donne pas forcément envie de faire de l'entrepreneuriat avec des structures qui génèrent aussi des salariés. Quand tu as connu quelques mauvais passages. Bien sûr. J'ai connu des salariés, ça fait 20 ans que j'emploie des gens, j'ai connu des salariés extraordinaires. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, tu as connu des salariés qui t'ont permis, en tout cas moi c'est mon cas, de faire évoluer ta boîte, lui faire prendre de l'ampleur. Ah, t'as pas connu ça? Non, j'ai beaucoup plus eu, mais par rapport à mes business, j'ai beaucoup plus eu de salariés exécutants. Okay. Et quand j'avais un salarié très exécutant, pour moi, c'était un très bon salarié. Et du coup, tu n'as pas eu... Mais je n'ai pas eu le salarié qui m'a fait gamer mon business et le uploader comme il fallait, si tu veux. Par contre... sur l'hôtel, par exemple, tu aurais pu avoir je ne sais pas comment on appelle. Un manager. Le gars qui gère l'hôtel. Ouais, peut-être. D'hôtel, non, pour le coup, je fait gagner des sur ces profils-là, après, il faut aussi voir le contexte. Je suis dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché, etc. Okay. Mais quand je tombais sur des bons exécutants, tu vois, par exemple, si là, il me casse un petit peu les couilles, mais j'ai mon chef de chantier dans mon entreprise de bâtiment. Il casse-couille parce qu'il est casse-couille, comme tous les chefs de chantier, mais c'est un artiste. Ah, il est fort. Il est fort, il est présent. Ok. Chose extraordinaire aujourd'hui pour un salarié. Il est présent, il n'est jamais malade, donc c'est formidable. Mais non, et lui, par contre, il me fait gagner de l'argent par le fait qu'il a des mains en or, et ces mains en or, je les monétise à plus cher.
Dis-moi, dans tous les... Donc du coup, effectivement, tu es aussi j'allais dire, dans le BTP, obligatoirement. Pas forcément, mais en tout cas, dans mon écosystème. Ouais, dans ton écosystème. En tout cas, quand tu es un chef de chantier, c'est que tu es dans le BTP. C'est pour ça que je voulais dire. D'accord, ok. Donc ouais, tu es dans le BTP. Et quel est, j'allais dire, le corps de métier qui te coûte le plus dedans? Pourquoi je te dis ça? Parce que j'avais écouté un podcast, un gars qui disait, sur Paris, il reprenait des petites surfaces et il faisait en sorte que c'est des petites surfaces de merde, de 9 mètres carrés, des trucs inviables, mais il faisait des trucs super terribles pour que les gens puissent les acheter et puis bon bref, voilà. Et il disait que ce qui coûtait le plus cher pour lui, c'était son électricien et son plombier, surtout son plombier. Toi, qu'est-ce qui te coûte cher, toi, dans le BTP? Tout coûte cher, même les matériaux coûtent cher aujourd'hui. Ok. Effectivement, un plombier, un électricien, ça a une marge un peu supérieure à d'autres, plus qu'un plaquiste, si tu veux. Mais néanmoins, un peintre avec une spécificité haut de gamme, il pourra te coûter aussi très cher. C'est quoi pour le peintre haut de gamme? C'est quoi, il peut te demander combien par journée? Il y a des jeunes qui me demandaient ça la dernière fois, je n'étais pas capable de leur dire. Moi, je fais facturer entre 25 et 30 euros le mètre carré peinture. Ok. Ce qui n'est pas grand-chose, si tu veux. Un peintre, ça peut monter même à 200 euros le mètre carré. Ça peut faire x10, mais ça va dépendre de ce qu'il fait, sur quel marché il le fait. Ça va dépendre de plein de choses, en fait. Ok. Donc, il y a des peintres qui prennent la journée 1000 euros parce que... oui, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, à l'ère du numérique, à l'ère de l'IA, si tu sais faire encore des choses de tes mains, forcément, tu as quand même un gap supplémentaire. Aujourd'hui, les métiers qu'on mettait un petit peu de côté, tu sais, moi, quand j'étais en troisième et que j'étais un petit délinquant, on me disait tu vas rien faire de ta vie. Tu vas faire BAP chaudronnerie. Deviens chaudronnier aujourd'hui. T'es refait. Non mais tu as une vie confortable, tu es un des mecs qui est rare dans ce métier-là, donc tu peux monétiser si tu es un petit peu malin à plus cher ton activité. Donc voilà, les métiers qu'on voyait un petit peu avec un œil péjoratif de l'époque. De l'époque, aujourd'hui. Les gens voyaient péjoratif. Et un métier manuel, c'est une très bonne chose aujourd'hui. En parlant de métiers d'avenir, est-ce que tu partages comme moi mon observation qu'aujourd'hui, on est sur une population qui a de plus en plus envie de se faire assister et de plus en plus fainéante. Et du coup, tous ceux qui... Parce que tu parles en vieux con, là. Non, j'ai l'impression d'extérieur. Parce que quand je vais chez les gens, tu vois, j'ai souvenir en tout cas que quand on allait chez nos mères, on voyait des maisons rangées, des maisons propres, des maisons... Voilà. C'était quand même le commun. Et quand on avait un ou deux potes un peu crasse-pouille, c'est soit parce que la daronne, elle n'avait pas le temps et parce qu'elle elle n'était pas là, soit parce que vraiment, c'était une famille comme ça, ils vivaient dans une... Voilà. Mais de manière générale, c'était quand même assez... Voilà. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui te disent, prends une dame de ménage, voilà. Et on délègue beaucoup de ce qu'on fait comme tâche. Et du coup, moi, ma question, c'est est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, de gens qui vont prendre, je sais pas moi, un cuistot pour faire à manger faut avoir l'oseille. Hein. Ouais, je sais, mais quand je dis ça, mais ça veut dire que je dis un cuistot, c'est un peu fort, le cuistot, mais... voilà, il y a des familles, c'est Uber Eats, voilà, c'est pas loin de ça. Il y a des gens qui te disent, moi, je suis même plus de bon passage aujourd'hui. Alors, je sais pas si ça va dans le sens de ta question. Non, mais c'est ton observation. Mais évidemment, il est plus facile d'aller commander un McDo que de se préparer un repas et d'aller faire des courses. Et de faire des courses et de commander quelque chose qui va faire du bien à ta santé. De manière générale, il est plus facile de laisser ton linge par terre que de ranger et d'être ordonné. La discipline, de manière générale, c'est beaucoup plus complexe à maîtriser. Mais en tant qu'entrepreneur... En tant qu'entrepreneur, tu te dois d'être discipliné. Bien sûr, mais c'est surtout ce que tu observes. C'est que tu observes comment te dire ça tu observes des marchés qui sont en train de naître
Et ok, je vois où tu veux en venir. Et tu te dis, tu peux utiliser ça pour monétiser des choses que tu veux vendre aux gens. Exactement. Okay. Parce que moi, j'ai souvent, comme je te disais, je fais des interventions ces derniers temps dans des classes de commerce, là. Les jeunes me posent souvent la question, mais c'est quoi les business de demain? Et je leur dis, voilà, c'est une observation. Et donc, comme tu as parlé un petit peu de ce type de personnes qui nous cataloguaient quand on était jeunes, parce que je fais partie de ceux qu'on disait c'était bien faire l'électricité ou électrotechnique, etc. Et je pense, du coup, j'ai fait le lien. Tu as fait STT, toi? Non, je n'ai pas fait STI, électrotech. Ah ouais, non, c'est la honte. Moi, j'ai fait quand même STT. Et électrotechnique, tu vois, tu disais vraiment, bon, là... Là, c'est vraiment... Mais tu as été au bac? Non, j'ai pas eu. Tu l'as pas eu? Je l'ai pas eu, je suis pas allé. Ouais. C'est-à-dire que 6 mois avant, vraiment, ils avaient raison. Ils avaient vraiment raison. Mais tout ça pour te dire que ces métiers-là qui étaient effectivement critiqués aujourd'hui, je suis d'accord, vont revenir et que tous ces métiers-là, un peu manuels ou de service, je pense qu'avec l'IA qui va un peu péter les choses, mais vraiment c'est... Mais regarde tous les gamins qui se font une réputation sur les réseaux sociaux parce qu'ils lavent des bagnoles. J'en ai vu un, il avait des... Comment ça s'appelle, des panneaux de signalisation. Il proposait... Okay. Bon, alors des fois, c'est des marchés publics, mais ils font déjà énormément de vues, parce qu'ils ont compris que ça pouvait être très viral, ce truc-là. Et puis, ils sont super bien payés. La fois dernière, je suis tombé sur un mec dans le bâtiment qui fait des résines au sol. C'est magnifique, hein, la résine. Ouais. C'est un truc où il disait qu'il monétisait sa journée globalement à 3000 balles la journée. Wow. Et je ne dis pas de conneries, mais la résine, c'est un produit atypique, luxueux, que peu de gens savent maîtriser. Et donc, une fois que tu as la technique et que tu es formé à ça, mine de rien, tu peux faire des chantiers qui te ramènent beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, j'ai une petite nièce à moi qui est de Bordeaux qui a commencé à me dire, écoute, tonton, j'aimerais bien travailler dans le milieu des feuilles d'or. Voilà. Comment on appelle ça? Elle veut... Ouais, c'est ça. J'ai oublié le terme ça s'appelle Madi. Je fais une petite dédicace au passage. Et effectivement, les gens ont eu tendance à lui dire, c'est un métier qui va être physique, qui prend du temps, qui est pas... Alors, j'étais un des seuls à lui dire non, au contraire. Métier valorisant. T'es une jeune fille. Elle veut travailler sur des feuilles d'or? Non, pas des feuilles d'or. C'est-à-dire, elle va prendre des œuvres des œuvres d'art et elle va les dorer. Donc, avec des vraies feuilles d'or. Avec des vraies feuilles d'or. À partir du moment où je touche de l'or, ça va aller. Pour moi, je pense aussi. Pour le coup, comme c'est un métier très manuel, tu vois, il y a des gens qui disent il y a d'autres perspectives dans d'autres métiers, voilà. Et alors que moi, après, je pense qu'au contraire. Il y a beaucoup de gens qui restent aussi avec beaucoup de croyances limitantes sur il y a 20 ans, ça se passait comme ça. Donc, forcément, tu sais, je t'en parle pas maintenant, mais moi, dans le foot, j'essaie d'expliquer que le foot aujourd'hui est différenciant. Hein, comme te dirait Mbappé, le football, il a changé. Mais il a changé à tout niveau, à toute strate, et même au niveau économique. Et quand tu expliques ça à des mecs qui sont restés matrixés il y a 20 piges, ils ne comprennent rien de ce que tu leur dis. Donc ils te voient comme un extraterrestre. Mais ça, c'est valable dans tout. Viens, on y va. Parce qu'en fait, ce que j'allais dire que toutes ces barrières limitantes font que moi, quand j'ai souri en début de notre échange, c'est parce que j'ai l'impression que aller dans le foot, et tu me l'as dit un petit peu, c'est un peu casse-gueule. Donc, alors, explique-moi, qu'est-ce qui fait que tu y vas? Viens, on essaie de partir de la jeunesse. Moi, je vais dans le foot et aujourd'hui, je m'affiche. Pourquoi tu y vas? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description. Retour à la vidéo. Pourquoi tu y vas? J'aime le foot déjà. Ok. Donc déjà, si tu n'aimes pas ce sport, tu n'y vas pas. Parce qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu des investisseurs ou des fonds d'investissement qui ont investi dans le foot parce que c'était purement économique. Moi, c'est par passion.
Donc, je vais dans le foot par passion. Et puis, parce que quelque part, je suis un entrepreneur, je me dis, je suis peut-être dans la capacité de rendre un petit peu comme j'ai fait avec des immeubles ou des appartements. C'est tout moche, c'est défoncé, c'est en train de pourrir. Je vais les rénover, je vais les réhabiliter, je vais les revendre. Ok. L'idée, il est là. Je ne te parle pas de revendre une association, mais petit à petit, de structurer, de la rendre professionnelle et d'un moyen terme, y accoler une structure professionnelle. Et cette structure professionnelle, le jour où tu arrives à des niveaux où ça commence à avoir des droits télé, où tu commences à faire des transferts, il faut savoir que des transferts se font déjà en National 3, National 2. Bien sûr. En National 2, puis alors en National, c'est tu gagnes de l'argent comme ça. Et puis sur tes petits, oui, si tu as un petit en U15, Mbappé, demain, il peut te ramener de l'argent. Mais ça, c'est un sur ton centre de formation. Parce que comment est structuré, j'ai vu un peu comment est structuré certains clubs pro. Ouais. En général, tu as une structure effectivement associative qui gère le centre de formation, qui gère la partie entraînement et qui une structure. Les deux sont liés par une convention qui gère en fait les deux structures. Enfin, c'est une convention tripartite qui est gérée par la mairie qui met à disposition les infrastructures de l'association et avec la société. Derrière ça, c'est généralement cette structure-là, elle existe en National. National 1. Elle se fait de plus en plus en National 2, un petit peu en National 3. Moi, quand j'arrive en championnat de R1, donc c'est en dessous de la National 3, j'arrive avec ma structure parce que c'est légal. Là, elle n'a pas été ratifiée en temps et en heure, donc on l'a mis en sommeil. Donc je suis président de l'association. Pas encore, c'est un micmac en ce moment parce que j'ai un embroglio un peu compliqué avec le club actuellement sur une passation de pouvoir qui se fait pas comme on aurait dû le faire normalement. Mais voilà, l'idée c'est je suis pas Xavier Niel. J'ai un peu d'idées. Je pense avoir un peu d'énergie encore. J'aime le foot et je me dis je suis dans un département pauvre. Je suis dans un département où le foot est en train de se casser la gueule, parce que on a un club en National 3, mais... C'est quoi le grand club C'est le club de ma ville qui est en National 3, que j'avais essayé de reprendre initialement, mais bon, il y a des gens qui veulent garder leur pied carré, qui ne sont pas prêts au changement, et il fallait absolument pas que ça change pour eux, parce que, tu sais, si tu gagnes... il y en a qui... 50 balles par-ci, par-là, t'as pas envie qu'un nouveau mec arrive et dise tiens, on chamboule tout. En plus, souvent, dans ces clubs-là, tu as des cumulards. C'est-à-dire qu'il travaille à la mairie au service jeunesse. Le soir, il fait puis dans les clubs de foot, les gens, ils ont une gamelle. Hein. Ouais. Une bonne gamelle pour certains. Et puis certains... leur équilibre. Ils sont aussi quelqu'un. Aujourd'hui, très clairement... Parfois, on ne m'a pas laissé la place parce qu'un président qui n'investit pas son argent propre, qui est président d'association, qui peut-être prend un petit peu de l'association, tu vois. Là, bien sûr. Ça se passe, bien sûr. Les frais, bien sûr. Il ne va pas enlever son petit pouvoir parce qu'il est quelqu'un dans sa ville. Dans sa ville. Ouais. C'est un peu comme, j'allais dire, le curé à l'ancienne ou le prof. Il est content. Il va boire. Le gars, il va boire, je sais pas, il va boire son café. On lui dit salut président. Donc une petite fierté qui monte. Et puis surtout, il a entre guillemets potentiellement des électeurs là, sur la partie politique. Et donc, en général, la ville essaye de prendre soin, surtout si son club a, je ne sais pas combien d'adhérents. Il y a combien d'adhérents dans le club? Là, on parle duquel? Du tien. Du mien, il y a 500 licenciés à peu près. 500 licenciés, ok. 500 licenciés. Et donc forcément, oui, tu gravites à peu près 3-4 personnes derrière chaque licencié, si tu veux. Donc forcément, potentiellement, pour une mairie, c'est intéressant, si tu veux. Totalement. Maintenant, moi, je me retrouve à me dire, dans mon département, j'aimerais bien faire quelque chose. Le club de ma ville, pour les raisons que je t'ai un peu citées, ça ne fonctionne pas. On me propose d'autres clubs à des échelons beaucoup plus intéressants, mais je suis assez con et je me dis, il faut absolument que je fasse quelque chose dans la ville. Donc, je reviens à un niveau inférieur, mais dans un club qui est plutôt pas mal, avec pas mal de licenciés, mais qui est un peu perdu au milieu de nulle part, qui n'a pas des grosses subventions, qui n'a pas un gros potentiel de développement. Et je me dis, si je prends ce club, là, tu pars de zéro là. Je pars de zéro, il faut structurer. Je viens avec mes gros sabots, je ramène des gros joueurs.
La mayonnaise, elle ne prend pas pour tout un tas de raisons que je ne vais pas évoquer ici, parce qu'en plus de ça, je pense, ça va finir au niveau juridique. Okay. Mais ça ne prend pas du tout, les résultats sont catastrophiques. Dis-moi au-delà de la partie un peu juridique que tu vas nous parler, qu'est-ce que tu as découvert quand tu es arrivé en tant qu'entrepreneur qui devient président de club? Qu'est-ce que des anomalies ou encore des choses qui t'ont surpris? C'est une mentalité à part le foot. Vas-y. Alors le foot, c'est ni un tableau Excel, c'est un petit peu comme l'immobilier. Hein. C'est pas forcément tu mets des chiffres dans une case et ça fonctionne. Ok. Ça se joue tellement à rien. Okay. Mon début de saison, par exemple, si je te parle au niveau sportif, mon début de saison, il est corrélé à une barre, il est corrélé à un accident de voiture avant d'aller à un match, il est corrélé à des détails de vie qui fait que ça tourne pas dans ta faveur, si tu veux. Donc, et puis en plus, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, je peux avoir un club sain où les gamins s'entraînent correctement, ils ont leur chasuble, ils ont leur maillot, tout se passe bien, etc. Mais vu que l'équipe Fagnon a des difficultés sportives, même pas financières, sportives, tu es vu comme le président qui ne réussit pas. D'accord. Parce que tu es vu à travers la lumière d'un président qui, tu gagnes, ça va ? Tu perds, t'es merde. Ah, c'est à cause de toi. Et puis bon, moi je suis un peu taquin. J'avais compris, j'ai essayé une vidéo une fois. Tout de suite, ça a buzzé. En termes de reach, en termes d'algorithme, ça a buzzé tout de suite. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Raconter l'histoire d'un président de club de foot amateur qui a recruté des professionnels pour jouer dans son club. De là, je fais 1 ou 2, 3 vidéos et d'un coup, 100 000 vues, 100 000 vues. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc à créer. En plus, j'ai un petit buzz. J'ai un humoriste qui reprend ma vidéo, il se fout de ma gueule et compagnie. Bim, je gagne tout de suite des abonnés et c'est génial, tu vois. Pas de buzz, bon buzz, c'est ce qu'on se disait. Mais par contre, derrière, tu as l'envers du décor. C'est que forcément, moi, mon département, tu n'es pas prophète dans ton pays. Étant du cru, étant du coin, étant un cassos de base, tu arrives, moi, je parle argent. J'ai pas de complexe à parler argent. Ce que j'ai, je l'ai. Ce que j'ai pas, je l'ai pas. Tu vois. Et j'explique que je vais mettre un petit peu d'argent dans un club de foot pour tenter d'aller voir un niveau supérieur. Parce que le club que je prends actuellement, si j'y mets pas de l'argent et si on va pas voir un niveau supérieur ou qui se structure pas avec des fusions locales, etc., il va mourir. Parce que son autofinancement, il est trop maigre. Oui, il est trop faible. Donc, tu es obligé d'aller voir à des échelons supérieurs. Parce que qui dit échelon supérieur, des subventions supérieures, des sponsors. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf que le mec de base qui regarde le foot, il comprend pas ça. Enfin, le mec quand local même, il comprend. Non, je t'assure, il comprend pas. Je t'assure qu'il comprenne pas. Mais il comprend quand même que s'il veut avoir... Il comprend quoi? Qu'il y a un Gugus qui est arrivé en se filmant et que quand tu vas dans les stades, et si c'était pas TikTok? C'est ça qu'ils comprennent. Parce que, quelque part, je suis assez fier. Parce que, mine de rien, dans mon département, ils ne vivent que pour un seul club. Je suis au centre des préoccupations, en bien et en pas bien. Il y a des gens qui adorent ce que je fais, il y a des gens qui détestent. Plus, effectivement, dans mon département, parce que j'étais un peu vu comme le paria du truc. Mais on a fait revivre. Il y a 3 articles par jour sur mon club. Moi, je suis un peu taquin. Je fais une vidéo à chaque fois qui crée qu'est-ce qui se passe? Tu vois, le truc. Mais il faut des résultats sportifs. Mais tu es jugé qu'à l'aube des résultats sportifs. Et donc, je me commence à me mettre sur les réseaux. On fait une préparation. J'ai une équipe du Tonnerre. C'est ça que j'allais te poser une question. Des anciens mecs de Ligue 1. Enfin, il y a un truc j'allais dire que tu fais quoi pour préparer tes nouveaux là, tes nouveaux, en tout cas tes joueurs à monter le niveau. Il faut avoir le staff autour, la technique. Oui, alors je suis arrivé sans mes hommes. Il y a plusieurs facteurs. Je suis arrivé sans mes hommes dans un club de foot. Déjà, il faut que tu arrives avec des gens de confiance dans un club de foot. Ok. C'est une leçon que tu as appris là. Ça, c'est la première des leçons que j'ai appris. Il faut que tu arrives avec tes hommes. La deuxième des choses, c'est que si on parle vraiment sportif, je pense qu'il y a des joueurs qui ont joué à des échelons supérieurs qui, lorsqu'ils descendent d'un niveau, ils ne savent plus. Pourtant, ils sont très forts dans les échelons supérieurs, mais dans ce niveau-là, ça joue d'un autre football. Ça ne sait pas. C'est un autre football. Okay. C'est plus physique, c'est moins tactique. Et du coup, ils perdent un petit peu leur football. Ensuite, tu mets des mecs qui gagnent 2000 balles par mois avec des mecs qui gagnent 200 balles par mois. La jalousie d'investir. Que toi... 2200. Oui, mais pour que toi, ça te paraisse normal, parce que dans les entreprises, le N+1, il n'a pas la même chose que l'ouvrier. Bien sûr. C'est normal. Mais là, dans le foot,
Puis dans le foot local, dans mon département, qui est un département dépeuplé, pauvre, et sur lequel, footballistiquement, il ne s'est pas passé grand-chose, techniquement, ah bah là, c'est un ovni qui arrive. Donc l'alchimie, elle ne se fait pas du tout. Il n'y a pas une cohésion qui se fait complètement. Moi, je parle de montée. En interne, il parle de maintien. Donc, si tu veux, il y a opposition. Ça a même été jusqu'à temps que des joueurs sont venus me dire... Là, tu rêves. Non, mais ça, il y a des joueurs en interne qui viennent te voir et qui disent ils ont fait une réunion, certains joueurs. Une réunion, c'est-à-dire certains joueurs et certains membres du staff ont fait une réunion pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour que tu te barres. D'accord. En tant que toi, président, qui les paye. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, même si je paye des contrats fédéraux, c'est-à-dire des mecs qui ont un salaire, plus des mecs qui ont des frais de déplacement et autres, c'est-à-dire toute l'équipe première est payée. La pression est trop forte sur leurs épaules. La pression était trop forte. Bien sûr. Il y avait des mecs aussi un petit peu qui jouaient devant 3 pélos. Là, le stade, d'un coup, il est plein. Non, mais je te jure. Je sais, parce que tu sais quoi, moi j'ai un pote à moi qui m'a dit au fait, t'as interviewé Hassan B. Bah écoute, je le suis là, je regarde ce qu'il fait, il est en train de gérer un club de foot. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont intéressés à toi via ça. Mais ouais, complètement. Mais on me reconnaît même plus pour l'immobilier. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Mais c'est pas grave. Et en plus, j'aime ce que je fais. Ouais. Alors, évidemment, la mayonnaise, elle prend pas. Et du coup, tu prends une foudre terrible parce que en préparation, t'es les rois du monde. On bat des équipes 12-13-0. Enfin, on éclate tout le monde. On a des mecs incroyables. Sur le papier, on a une équipe de feu. Hein. J'ai un ancien mec, il avait même été transféré il y a 10 ans pour 1 million d'euros à Parme. C'est le taulier de la défense. Mais l'alchimie, elle prend pas. Puis quand je te dis, tu mets une barre, elle doit rentrer, tu mets un but qui est refusé. T'as les arbitres qui sont contre toi parce que t'es le mec de TikTok. Et ouais. Ah oui. Et puis derrière, la seule communication que j'aurais pas dû faire, c'est la communication à la McCourt ou à la LIFI. J'ai un peu fait la même connerie, comme tout mec un peu motivé. Et c'est normal. Je viens avec un gros billet pour ce championnat-là. Je viens avec la masse salariale top 1. Je dis à mes gars, on vise la première place. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de plan B. Donc moi, quand je dis, je fais. Je dis, j'assume. Comme ça. Et donc, vu que j'assume, je le dis haut et fort. Je dis, nous, on vise la N3. Je me suis dit, ça va mettre tout le monde dans le mood. Dans le mood, ouais. Erreur. Dans le foot, c'est la mort. Parce qu'au final, tout le monde est perdu. Et puis, par contre, l'équipe adverse, elle se dit, tiens, on va les taper. Et en fait, ils sont démultipliés. Motivés, les gars. Tu regardes McCourt, il est arrivé de Champions Project. Ouais, il s'est planté. Et ça fait combien de temps ? Là, ça fait 10 ans. Mais maintenant, ça paye. Maintenant, ça paye. Et tu n'entendras plus dire le Champions Project. Bien sûr. Mais 10 ans. Nasser, quand il arrive et qu'il dit on va gagner avec des champions, c'est normal, il pose des milliards sur la table. Quand tu poses autant d'argent sur la table, il dit je vais gagner avec des champions. Le jour où il a gagné avec des champions, c'est quand il a dit on va essayer de faire des bons matchs. Parce que le footballeur, c'est une mentalité à part. Et ça, dans les 5 mois, j'ai appris. C'est ma seule erreur. Maintenant, c'est une erreur qui est, entre guillemets, que je relativise. Parce que moi, c'est ce que je leur ai dit à mes joueurs. Des mecs qui me disent « T'as annoncé la N3, t'as annoncé de monter d'une division et je ne suis pas en capacité de jouer, va-t'en de mon club. » Bien sûr. C'est que tu n'as pas les épaules. Si tu es fait pour jouer du foot avec tes copains, il faut que tu descendes encore au niveau district et il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, si là, il y a de l'ambition dans le club. Et ouais, s'il y a de l'ambition dans le club, bah, va-t'en. Moi, je leur ai ouvert la porte à tous. C'est-à-dire, allez-vous-en. Ne restez pas dans un club qui... il y aura 3 articles dans la presse locale par jour. Il y aura du monde au stade et je vais faire des TikTok. Bien sûr. Tu vois ? Bien et sûr. Forcément, nous, on se déplace. Moi, je me fais c'est la province. Ouais, bien sûr. Ici, c'est pas TikTok. J'en ai fait même un maillot. Bien sûr. Mais tu taquin jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout. Je sais pas si tu avais entendu parler du rappeur NASA qui avait repris un club belge avec, comment il s'appelle, Loris. Avec Loris. Mal, déjà, les mecs, ça commence mal. Je t'enverrai le short. Ils expliquent qu'ils ont repris un club de Belges, tous les deux. Et ils se sont pris, voilà, pour... On m'en a proposé une tonne de clubs belges. Et ils se sont plantés. Et voilà, ils en rigolent parce que je pense qu'il y avait de la bonne volonté derrière. Et ils se sont rendus compte simplement qu'ils n'avaient pas assez de détermination pour pouvoir assumer un club de foot. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'ils devraient prendre conscience, les joueurs qui sont dans la crainte,
qu'il y a quelqu'un qui est en train de le rassurer avec un filet en disant, les gars, je suis derrière vous, je vous backup. Et ça... Mais tu sais que moi, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, les gars, doivent le comprendre. Vous ne devez pas avoir de stress. Parce que la foudre, vous perdez. C'est sur moi que les mecs vont gueuler. Et ce qui est vrai, il n'y a pas une fois, j'ai pas lu un article ou j'ai pas vu un commentaire sur les réseaux sociaux incriminant un de mes joueurs qui n'a pas fait le travail. C'est de la faute du président. Pourquoi ? Je sais pas. Le Covid ? Ouais, c'est peut-être lui. C'est ça. Kennedy ? Ouais, c'est peut-être lui aussi. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire ? Je te jure que des fois, ça me fait... mais je vois les commentaires. Alors, jusqu'à un moment donné, où je me suis quand même retrouvé dans une situation, et là, c'est pour ça que je me suis dit, à date, est-ce que je suis dans le bon département ? Parce que ce que je fais, je suis convaincu de ce que je fais, je suis convaincu de l'argent que je veux mettre pour l'investir dans le foot et de produire quelque chose, mais est-ce que je suis dans le bon endroit ? Et la finalité... Viens dans 9-3, tu vas voir, dans 9-3, ils sont déter dans les clubs. Ah, je pense. Mais aujourd'hui, je me pose réellement cette question qui fait que... On n'a pas d'argent aussi, nous aussi. On me sollicite à droite, à gauche. Bien sûr. Alors, pour mon argent, je suis pas naïf, bien sûr. Mais aussi pour ce que j'ai créé avec les réseaux sociaux, parce que les mecs savent que je vais te mettre en lumière un club, que ça peut prendre, etc. Et que derrière, mettre la lumière sur un club comme je l'ai fait, t'attires des sponsors. Pas forcément la boulangère du coin, mais des équipementiers qui sont prêts à te livrer gratuitement ton équipe de foot. T'attires des logiciels qui veulent se mettre sur une de tes vidéos parce que tu fais 100 000 vues sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire ? En termes de branding, pour toi, est-ce que dans le monde entrepreneurial, tu sens quand même les choses qui changent ? C'est-à-dire que les gens disent, ah tiens, là il est plus entre guillemets sur que de l'IMO, il a passé entre guillemets un step parce que non, même pas. Tu le perçois pas. Parce après, je te dis, pendant il y a quoi ? Il y a 2 mois, 1 mois et demi, peut-être 2 mois. C'est la première fois en 16 ans bientôt sur les réseaux sociaux que je ferme mes réseaux sociaux. La première fois. Je suis habitué à toutes les remarques, prendre la faute. La première fois que je l'ai prise comme ça, c'est quand j'ai vu ma femme toucher. Et je me suis dit, wow, c'est pas que du foot. D'accord. Pourtant, c'est que du foot. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de payer un joueur le salaire que je le paye, mais je te dois quoi à toi, Michel, derrière ton téléphone. Tu vois, t'es qui aujourd'hui ? Mais la vérité, c'est que là, je l'ai vu, elle a été touchée. 16 ans de réseaux sociaux à prendre des foudres de partout. Mais là, en fait, c'était du très local et ça s'est transformé en menace de mort parce que j'ai dû me séparer du coach. 3 points sur 21, je sais plus, c'est un truc comme ça. N'importe qui te le vire. Mais quand c'est toi, quand c'est moi, nouveau, visible, sur les réseaux. Mais c'était en plus, bon, je vais pas aller plus loin dans le détail, mais du coup, parce que là, il y a une plainte, il y a eu 112 menaces de mort. 112 menaces de mort en direct. D'accord. Avec des vrais comptes, avec des faux comptes sur lesquels on est en train de vérifier d'où viennent les comptes. Mais c'est pas des menaces de mort bien sûr, c'est factices. Parce que le mec, c'est des menaces de mort avec ton adresse. C'est des menaces de mort avec l'heure à laquelle il sait que tu vas venir au stade. Et tu te retrouves à aller dans ton propre stade, que je me fasse chahuter à l'extérieur. C'est pas grave. C'est partie du jeu. Ça fait partie folklore. C'est folklorique. Tu vois, c'est folklorique. Et en plus, généralement, c'est bon enfant. Le président millionnaire, blablabla. T'es où Ça me va, ça. C'est l'idée. Mais que tu ailles dans ton stade en te disant, t'es pas à l'abri de prendre un coup de couteau puisque c'est ce qu'on t'a promis, et que tu viens toi-même équipé, pas seul, tu dis c'est plus du foot. C'est plus du foot. Alors une question, ça, du coup, c'est de la passion, c'est passion business. Tu lis les deux ensemble, parce que tu le gères quand même comme un business. Bah, le problème, c'est que tu le gères comme un business avec un monde associatif. Et alors, c'est un bordel. C'est un bordel parce que faut faire comprendre à tout le monde que c'est pas de l'argent magique. Et ils ont du mal à comprendre. À côté de ça, tu as d'autres choses qui tournent. Je disais que sur les réseaux, tu parlais un petit peu, et si tu peux nous dire quelques mots, parce qu'on est en train d'arriver à la fin du podcast, sur les laveries. Tu as mis ça en avant et du coup moi rapidement, c'est la première fois que j'avais fait un petit short là-dessus.
Ouais, c'est intéressant dans le sens où je te dis, pour moi, je le vois comme un placement. Très rapidement, le business de la laverie, c'est pas très compliqué. Surtout qu'en plus de ça, quand tu as l'écosystème, moi, Le bâtiment, je crois qu'il le bâtiment, il m'appartient. Ouais. C'est un immeuble, il y a des appartements au-dessus, il y a des Au-dessus. locaux commerciaux en dessous. J'avais un local vide. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas y foutre une laverie. Très facile de se faire financer par une banque parce que c'est du crédit bail. Bah ouais. C'est-à-dire Ils que peuvent récupérer la machine, tu à ne vos payes temps. pas, Ouais. l'huissier, il vient, il Et ils récupère. Donc, récupèrent. Fin tu d'histoire. n'as pas besoin d'avoir un scoring bancaire très élevé comme un Ok. prêt immobilier pour aller chercher la levée de dette. Donc, tu achètes des machines. En gros, tu ne gagnes pas forcément beaucoup d'argent dessus, mais C'est quoi les marges de ça sur la s'autofinance. Je te dirais pas en marge, mais aujourd'hui, globalement, cette laverie, elle me coûte 2000 balles par mois Ok. et elle me rapporte 2000 balles par mois. Ok. Ça me fait rien gagner, sauf que j'amortis toutes ces machines, le fonds de commerce perdure, la laverie, elle a 6 mois. Je pense que dans 6 mois, elle fera 3000 balles par mois, donc tu auras un delta globalement 2000 balles net. C'est quoi le petit conseil que tu as à donner sur les laveries? Parce qu'il y en a beaucoup qui s'y intéressent. Ah, c'est devenu un vrai business model, Ouais. surtout la formation des laveries. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui en proposait, Ouais. mais au-delà de proposer le business model, pour ceux qui se lancent, moi, je parlais jusqu'à encore à un jeune, je lui disais, écoute, il me dit, ouais, laverie. Je dis, bah écoute, tu peux mettre une laverie à côté d'une autre laverie. Il me dit, mais comment ça? Je lui expliquais qu'en fait, justement, si les gens ils vont à cet endroit pour mettre leur linge, il y aura Oui et encore non. des gens. Oui, non, je te dirais. Tu peux saturer Ouais, tu peux saturer un marché. C'est-à-dire Ouais. qu'en gros, en moyenne, c'est pas des chiffres officiels, mais en moyenne, tu peux te dire qu'une ville, compte une laverie pour 7000 habitants. Ok. Après, c'est pareil. Oui, si tu te colles à une laverie et lequel il manque une laverie, dans ta globalisation du nombre d'habitants, je te dirais oui, pourquoi pas, parce que le mec, il a fait l'étude de marché pour la positionner à tel endroit. Maintenant, ça va très vite. Tu sais, tu as des franchises ou des apparents franchises qui, eux, viennent te faire l'étude de marché. Ils ont tout intérêt à ce que tu payes ta laverie le plus longtemps possible. Donc, ils t'assistent à ça. Demain, je dis une bêtise, tu vas chez Sweet Queen, Lavomatic ou des choses comme ça, Wash and Dry, pour citer ces franchises. Est-ce que du coup, j'allais dire, dans le patrimoine d'un entrepreneur, dans les assets, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bien ce type de business? Pas obligatoirement la laverie, mais on parlait des love rooms, on parlait soyons factuels. Si demain, ma laverie... du Airbnb pour d'autres, tu vois, pour moi, ça dépend de l'appétence que tu as au truc, qu'est-ce que tu as sur ton compte, qu'est-ce que tu peux faire avec un retour sur investissement. Une laverie, je dis une connerie, tu vas mettre 10-15 000 euros d'épargne et d'apport. Peut-être qu'en un an, elle va te ramener 1000 balles par mois, plus un autofinancement total de tes machines, plus la création d'un fonds de commerce que tu peux revendre à 5 ans. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal parce que C'est si pas au mal. final, ton business, il t'a rien coûté, tu as gagné globalement 1000 balles sur une laverie et puis qu'à la fin, au bout de 5 ans, tu leur vends 100 000 balles, C'est beau. bah, tu fais ça à 25 ans. À 30 ans, imagine, tu as fait 10 laveries, tu as fait ton million. Bien sûr. Ok. Après, attention, c'est pas parce que Oui, c'est parce que c'est simple. ça a l'air simple. Je le simplifie comme mais c'est ça. pas comme ça. Derrière ta laverie, il faut aussi savoir que tu as des mecs qui vont chier dans ta laverie. Moi, là, ces derniers temps, on était tous les soirs dans la laverie avec les flics parce que j'ai des gamins qui, au lieu d'attendre le bus gentiment, Il a squatté. des gamins, ils venaient baiser leur copine dans la laverie. J'ai des vidéos incroyables. Mais pourtant, tu vois, c'est marqué caméra. Love room, tu vois la love room. Là, non, c'est laverie love. Ah ouais. Et puis après, ils ont créé un petit challenge. Du coup, il se chauffait. Le challenge de on s'enferme dans les tambours. Ah ouais, putain, c'est Donc, dangereux. en même temps, il me nique le tambour. En même temps, il prend des risques. Il suffit qu'il y en ait un couillon qui aille plus loin dans le challenge, il appuie sur une pièce et puis il démarre le tambour et son pote, il est refini. Il sera propre, mais il sera mort. Ouais. Mais voilà, donc si tu veux, tu avais ça ces derniers temps. J'ai eu un mec qui a dormi toute une nuit avec la sirène qui a gueulé pendant 2 heures. Donc forcément, les locataires de l'immeuble ont gueulé. Tu as eu des effractions, t'as plein de choses comme ça. Ouais, ça reste un business. On n'est pas sur un actif passif qui tourne. C'est assez passif, mais rebondissement. Mais tu as quand même 2-3 trucs. Il faut que tu bouges un peu ton cul. Mais c'est comme tout, en fait. Et malheureusement, ça revient un petit peu là où tu disais, la fainéantise des gens. Ouais. Mais tu es entrepreneur, et si tu crois qu'entrepreneur, c'est rien branler, mais c'est ce que leur vend dans les réseaux. Faut que tu sois tu peux être un branleur, mais stratégique. Ok.
Branleur stratégique. Ouais, un branleur stratégique. Un branleur stratégique qui Je sait note. bien utiliser l'effet de levier, que ce soit bancaire, que ce soit humain, et que tu es fort de proposition en intelligence situationnelle qui fait en sorte que tu peux réussir à faire avancer ton business. Top, top, top. Écoute, Hassan, merci Mais c'est moi qui te remercie. pour l'échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, maintenant? Ouais. Où tu vas? C'est quoi les prochaines... Où je vais. Voilà. Actuellement, je suis sollicité très fortement par un club de National 2. Ok. J'ai compris que dans mon département, on ne voulait pas forcément d'un mec qui faisait ce que je faisais. Je ne peux pas non plus donner beaucoup de respect à un environnement qui... Pas tout le monde, hein. J'ai eu un accueil formidable de plein de gens, mais qui a mis en danger ma famille. Bien sûr. Je veux dire, j'ai quand même eu, à côté de chez moi, mon rétro pété. C'est pas la mort, mais marqué TikTok. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc tu te dis, pourquoi? Pourquoi? Et ce qui est fou, c'est que plutôt de se dire, on va avoir la chance d'avoir un club qui ça va dynamiser la ville, ça va dynamiser autour de nous. On va pouvoir dire à nos gamins de venir faire des détections. Alors qu'il y a et même un truc tout bête, il y a une économie qui se crée. C'est-à-dire que moi, mon stade, on s'est retrouvé à avoir un stade plein, mais des mecs pas forcément de la ville. Les mecs, ils venaient d'ailleurs, donc du coup, après, ils vont au bar du coin, etc. etc. Et au final, ils font marcher l'économie. Parce que tu as un mec qui investit, qui crée une sorte de spectacle. Parce que le foot, à la base, c'est du divertissement. Bien sûr, c'est divertissement. Ma seule réussite, que je reste ou que je parte de ce club, c'est que, mine de rien, j'ai fait ce qui était plus fait depuis longtemps dans ce département, remplir un stade. Alors, je vais te dire un truc. Ça, je ne sais pas si c'est un conseil que je te donne ou ma vision. Est-ce que tu as pensé aller voir le politique? Parce que finalement... Finalement, là, les élections qui arrivent, le politique, il peut te pousser justement pour que tu sois là, donner les moyens. En fait, il y a aussi ma sensation personnelle, mon envie. Si demain, je dis une bêtise, je prends l'exemple, un joueur de R1, une nationale de l'appel, il y va en courant. Moi, c'est un club de National 2 qui me veut en tant que président. Alors, on peut penser des plaies, hein. Il y a aussi un problème structurel, financier, etc. Mais ça me donne envie. Quand je vois la National 2 et que mon rêve, c'est d'aller en Ligue 3, je me dis, je suis pas très loin, si tu veux. Mais il y a aussi, dans mon club là, que j'ai repris, et je le savais avant, il y a un problème structurel. C'est un club qui doit fusionner obligatoirement avec une autre ville pour s'agrandir, pour avoir une zone de chalandise sponsor qui est plus grande. C'est un club qui a des subventions, je te donne un ordre d'idée, qui sont de l'ordre de 1 pour 4 par rapport aux autres concurrents du championnat. C'est-à-dire que quand tu reçois 50 000 en gros d'une mairie, tu as 200 000 chez ton concurrent. Chez les autres. Bah, tu peux pas en fait. Et donc tu as un business, tu as une association qui vit en autofinancement juste pour l'école de foot, entre guillemets. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un centime pour l'équipe Fagnon. Et en fait, ça, c'est partout dans mon département. Tous les clubs sont dans cette situation. Et pour faire jouer une équipe Fagnon en niveau ligue, c'est-à-dire régional, il faut mettre des moyens. Il faut mettre des moyens. Et si tu n'as pas de moyens, ni politiques, ni institutionnels, ni de sponsors, ni d'un gogol comme moi qui met de l'argent, bah ton club, petit à petit, il passe de régional en district. Et à un moment donné, il se pose même la question d'avoir une équipe senior. Et du coup, tu n'auras plus jamais de performance sportive. Je dis ça à tout le monde qui veut bien l'entendre. Certains comprennent, qui ont un petit peu plus d'intelligence. C'est tellement clair. Mais mine de rien, je suis confronté à 80% de gens qui me disent « tu dis de la merde ». Non, parce qu'en fait, non, c'est pas ça. Ils le comprennent quand ça les concerne pas. Quand ça les concerne eux, c'est leur intérêt, c'est le nom vrai. C'est possible. Donc, est-ce que je suis au bon endroit? Bon, donc ça c'est effectivement, tu es en train d'y réfléchir. Et pour le reste, les autres business, tu as d'autres projets. Je fais mes opérations dans mon coin. Je n'en parle pas forcément sur le réseau. J'investis, je développe mon patrimoine immobilier, je m'achète mes appartements. Si tu cherches un investisseur avec toi sur une opération, je suis pour marchand bien. Oh non, mais je dis ça, tu fais des opérations. Moi, ça m'intéresse l'immobilier de plus en plus. Je te dis au passage. Pour investir pour toi? Non, pour investir ensemble ou sur des choses, sur les choses. Parce que moi, ça me branche et j'avoue que plus je m'approche de ce monde-là, plus je trouve que c'est passionnant. Mais c'est plus, je disais ça il n'y a pas longtemps à mes associés, c'est plus par passion. Moi, j'ai fait beaucoup les choses par passion. J'aime beaucoup l'immobilier à cause des émissions comme l'agence ou quoi, tu vois. Alors, j'abuse quand je dis l'agence, parce que c'est bien d'exception, mais ça te donne envie, un truc. Complètement. C'est un beau milieu.
Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'est moi, Lionel. C'était un plaisir de t'avoir. Yes. On te revoit bientôt, de toute façon. Je pense que. Et nous, on te retrouvera à la Jonquera. Non, laisse tomber. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, on a passé un super bon moment. Merci et on te souhaite plein de bonnes choses. À plus tard. Alors, j'ai mes collègues qui me disent, attends, Lionel, t'as pas demandé aux gens de liker. Exactement. De liker, ouais. De s'abonner, de partager. J'espère que vous avez aimé. Saison 2. Saison 2, ouais. C'est la saison 1 sur le. Ouais. Écoute. Mais on l'a mis là. Ouais, tu l'as mis là. D'accord. On l'a mis là. Et donc, ouais, non, c'est partager, liker, commenter. En plus, on a franchement. On va parler foot, tu vas voir, ça va péter. Ben, je sais. On a. Sur les shorts, tu verras. Le club. Ouais, t'as un président de club. T'as un des présidents les plus connus de club de France. Carrément avec nous. C'est top. Merci encore. Ouais, et à bientôt. Merci. Ciao.